Bonjour et bienvenue à cette édition de À télécharger. Je suis votre hôte Dave Richardson et c'est le mardi de Stu, encore une fois sous le signe des tarifs douaniers. Stu, je pense que ce sera un thème récurrent pendant un certain temps. Je pense que malheureusement, cela risque de continuer. En effet, nous vivons à l'ère des tweets et des messages sur True Social et malheureusement, cela devrait se poursuivre. Le rythme a été assez frénétique. Il y a un vieux dicton du marché boursier qui dit que lorsque vous vous battez contre un gorille de 500 kilos, le combat ne va pas s'arrêter quand vous êtes fatigué, mais quand le gorille sera fatigué. Et ça convient tout à fait à l'environnement que nous vivons en ce moment. Des choses sont publiées, puis retirées ou modifiées. Nous avons un rebond. Il a été assez important par rapport aux niveaux les plus bas qu'il y a 2 semaines. Je pense qu'il faut envisager la question sous plusieurs angles. À plus long terme, nous parlons souvent de la croissance des bénéfices. Les entreprises font preuve d'une remarquable capacité à trouver des moyens d'accroître leurs bénéfices. Les tarifs douaniers sont un vent contraire, l'intelligence artificielle un vent arrière. Il ne fait aucun doute que les entreprises feront preuve d'une créativité nouvelle. Mais l'autre élément qui entre en jeu à court terme est le multiple auquel ces bénéfices se négocient. Ce multiple est fonction des taux d'intérêt, de la prime de risque, ainsi que de la prévisibilité et de la durée de la croissance. Chacun de ces trois éléments a été quelque peu mis à mal au cours des 2 dernières semaines. Alors, nous assistons à un rebond, nous devons nous méfier des hausses trop prononcées, car celles-ci risquent de porter un coup à ces trois composantes. Et les estimations des bénéfices sont susceptibles d'être revues à la baisse en fonction de ce qui s'est passé sur le plan de la confiance. Nous sommes dans une situation où les économistes disent que le S&P peut atteindre 250 de bénéfices sans récession, mais les estimations individuelles sont encore de l'ordre de 275. Et souvent, dans une bonne année, ces estimations se réduisent au fil du temps, sans parler de l'environnement actuel. Le marché boursier a donc rebondi jusqu'au niveau où il se trouvait ce jour de la libération, le Liberation Day, mais je pense qu'il est possible que les dégâts soient plus durables. Ouais, l'une des choses dont je me souviens toujours en vous parlant et en vous écoutant au fil des ans, c'est que la plupart des années, vous commencez par des estimations concernant les bénéfices, et il n'est pas rare de voir des prévisions de début d'année ou à long terme un peu trop optimistes et qu'elles tendent à diminuer au cours de l'année. Et je ne parle même pas ici d'une période où les entreprises opèrent au milieu du brouillard que nous connaissons. Et même si tous ces nuages, si le brouillard se dissipe demain, disons, les bénéfices et la croissance économique ont déjà subi des dommages du fait que les gens sont restés bloqués ou paralysés au cours des 2 derniers mois, dans l'attente d'un indice sur la façon dont tout cela va se dérouler. Oui, c'est une situation où l'on ne voudrait pas parier contre cela. Disons ça comme ça. Oui, c'est vrai. Nous le constatons chez les investisseurs individuels. Je viens de faire une présentation à un groupe de professionnels de l'immobilier dans tout le pays. Ils constatent, euh, ils constatent la même chose. Les individus versus les entreprises qui sont généralement capables de voir à travers les nuages, de voir au-delà des nuages. Tout le monde est un peu dans l'expectative, disons. Et chaque fois que cela se produit, ce n'est pas bon pour les bénéfices ni pour la croissance économique. Nous avons fait un certain nombre de choses. La situation générale est telle que les marchés ont rebondi. Nous essayons donc de prendre en considération le moyen terme qui est un peu plus incertain.
Lorsque les marchés sont soumis à une forte pression, nous avons tendance à essayer de penser à ce qui peut arriver de bon. Ainsi, lorsque les marchés sont soumis à une forte pression, les statistiques commencent à vous être favorables. Lorsque les marchés baissent, les rendements à long terme s'améliorent. Ainsi, au milieu des liquidations, même s'il y a une semaine, le potentiel de rendement a augmenté. Nous essayons donc d'en tenir compte et d'en tirer parti dans les comptes. Ensuite, lorsque les commandes reviendront, vous penserez peut-être à d'autres choses et à ce que cela signifie pour le moyen terme. Et puis, l'autre chose que vous essayez de faire, c'est de réfléchir à ce qui viendra après. Au final, nous arriverons à une conclusion et les entreprises vont s'adapter. Alors, quels sont les secteurs qui pourraient faire des gains dans leurs ventes? Parmi les éléments qui ressortent, il y a la prime de terme sur le marché obligataire, c'est-à-dire la pente de la courbe de rendement qui s'est renforcée et nous pensons que cela va continuer. Cela peut être une bonne chose pour ceux qui prêtent de l'argent. C'est très différent de ce que nous avons connu au cours des 10 dernières années. Deuxièmement, on voit beaucoup d'annonces d'investissement, pas seulement sur les marchés intérieurs américains, mais pour la remilitarisation, par exemple. Il pourrait y avoir une longue période d'investissement en capital. Cela pourrait être une bonne chose pour certaines entreprises industrielles. Cela pourrait également être bénéfique pour les banques en ce qui concerne la croissance des prêts. Il se peut donc que le ralentissement ait un impact sur les chiffres de certaines de ces entreprises, qu'il y a des provisions plus élevées pour le crédit, qu'il y ait un ralentissement en raison de l'incertitude que vous venez d'évoquer. Vous essayez également de vous demander où se trouvent les vents contraires de l'autre côté de tout ça. Et à travers cette volatilité, comment pouvons-nous positionner le portefeuille pour qu'il en bénéficie à terme? Pour les nouveaux auditeurs qui sont de plus en plus nombreux à nous rejoindre, en particulier en ces périodes d'incertitude, je m'entretiens avec Stu Kedwell, co-responsable des actions mondiales chez RBC Gestion mondiale d'actifs, et aussi un investisseur réputé dans les cercles canadiens. Il est très modeste, je vois qu'il me regarde d'un mauvais œil. Alors, notre balado s'appelle À télécharger, mais nous recevons Stu presque tous les mardis et nous avons rebaptisé le mardi Stuesdays ou le mardi de Stu. Voilà pour la petite histoire. Si vous aimez ce que vous en écoutez, et je sais que vous êtes nombreux parce que nous recevons un tas d'évaluations 5 étoiles, abonnez-vous. Nous sommes aussi sur YouTube. La plupart des gens préfèrent nous écouter que nous regarder, mais vous pouvez aussi nous regarder sur YouTube. Donc, Stu, si je suis un investisseur individuel ou un particulier, l'une des choses dont nous avons parlé avant de commencer l'enregistrement, lorsqu'on commence à regarder les rendements à long terme, et c'est l'une des choses auxquelles il faut toujours penser en tant qu'investisseur. Et en ce qui me concerne, c'est l'une des choses dont je parle avec les conseillers qui conseillent les clients investisseurs, ce qu'il faut faire lorsque le marché baisse. Cela échappe à la plupart des gens dans la peur et l'anxiété de savoir si le marché pourrait descendre plus bas, mais c'est une question de temps. Quelle est l'ampleur de la baisse? Au moment où on se parle, le S&P 500 est à 5400. Nous sommes descendus à près de 4800 au plus bas après la Liberation Day. Et la différence, si vous vous projetez dans 10 ans, si vous réfléchissez à l'évolution des choses dans 10 ans à partir de 4800 ou de 5400 comme point de base, quelle différence cela fait? Et si vous pensez de cette façon, vous êtes beaucoup plus susceptible de surmonter tous les nuages, la peur et l'anxiété, et d'agir lorsque vos rendements futurs sont meilleurs. Et c'est l'une des choses que vous voulez faire en tant qu'investisseur. Vous voulez investir lorsque les chances sont en votre faveur. Ça ne veut pas dire que l'action s'arrête à 4800. C'est ce que le marché a fait cette fois-ci et il a rebondi. Il pourrait très bien redescendre à 4800 et peut-être même plus bas. Mais les choses commencent à devenir plus intéressantes lorsque l'on arrive à certaines valorisations et c'est une chose à laquelle on réfléchit en tant qu'investisseur professionnel. Si l'on prend l'exemple du S&P 500, une croissance des bénéfices de 7% sur une longue période est un très bon chiffre. On y parvient de différentes façons. Comme je l'ai dit, si vous regardez aujourd'hui, vous pourriez penser que les tarifs douaniers pourraient être un vent contraire, mais peut-être que l'intelligence artificielle, elle, et d'autres éléments du genre permettront de gagner en efficacité, ce qui pourrait être un vent arrière.
Les estimations pour les bénéfices de cette année se situent donc entre 250 et 275 $. Dans 10 ans, il ne serait donc pas incroyable de voir le S&P 500 gagner entre 500 et 600 $, même si nous avons connu une modeste récession cette année et que le point de départ était plus bas, avec probablement un certain type de reprise, puis un retour sur une voie dans une certaine mesure. Vous avez ce chiffre des bénéfices qui se profile à l'horizon et vous pouvez lui appliquer une valorisation. Vous pouvez appliquer une moyenne à long terme de 15 ou 16, elle peut aller jusqu'à 18. Vous avez des repères pour un scénario plus pessimiste et d'autres repères pour un scénario plus optimiste. Et vous pouvez revenir à votre point de départ. Ça, c'est un excellent marqueur à placer sur votre carte. C'est comme si quelque chose d'important va arriver, mais vous savez qu'il vous faut attendre quelque temps. La deuxième chose à faire dans ce genre d'environnement est d'établir des chiffres. Lorsque le marché connaît une liquidation aussi spectaculaire, nous pouvons examiner toute une série de statistiques internes au marché et cela s'est déjà produit auparavant, ce qui est à la première bonne chose à reconnaître. Deuxièmement, lorsque cela s'est produit, nous avons de nombreux exemples. Le potentiel de rendement, sans parler de valorisation, est normalement assez bon sur une base de 6 à 12 mois. Oui, malheureusement, le chemin parcouru au cours des 10 derniers mauvais jours vous fait penser à l'objectif à plus long terme. Vous pensez aux statistiques de certaines données techniques du marché boursier. Ensuite, lorsque nous sommes en phase de reprise et que nous essayons de réfléchir aux causes de cette reprise, il faut se demander, vont-elles persister? Sont-elles prises en compte? Il faut réfléchir d'une manière différente et malheureusement dans un environnement volatile. Beaucoup de gestionnaires de fonds aiment les environnements volatiles parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Du point de vue du portefeuille, l'environnement ne me dérange pas tant que ça, même si je sais qu'il rend les détenteurs de parts inquiets. On dit souvent que les capitaux aiment les certitudes, mais que c'est l'incertitude qui crée les rendements. Alors, malheureusement, tout cela risque de persister pendant un certain temps. Ce à quoi les investisseurs devraient penser, c'est à la flexibilité de leur approche. En période de ralentissement, il faut penser d'une certaine façon. En période de reprise, il faut se demander si elle sera suffisante. S'agit-il de l'arrêt de la pression de vente ou sommes-nous en train d'entamer une nouvelle phase de hausse? Il s'agit d'une discussion plus difficile à ce stade. Maintenant, l'autre chose qui se passe, et vous avez parlé des gagnants susceptibles d'émerger de l'autre côté de tout cela, et lorsque ce genre d'événement se produit, ce sont généralement les valeurs qui ont le plus progressé avant l'événement, qui ont le plus chuté depuis le sommet. Et lorsque le rebond se produit, ce sont ces titres qui finissent par rebondir le plus, comme nous l'avons vu à 3 reprises au cours de ce cycle. Commencez-vous à constituer votre portefeuille en tenant compte de ce qui va émerger de l'autre côté, ou voulez-vous continuer à tirer parti de certains titres qui, selon vous, pourraient connaître un rebond plus important à court terme, ou bien c'est un peu des deux? C'est un peu des deux. J'ai tendance à privilégier ce qui, selon moi, va émerger de l'autre côté parce que j'ai l'impression que c'est un peu plus défensif dans le grand schéma des choses du point de vue d'un portefeuille. L'autre chose qu'il faut nommer n'est pas seulement au sein du portefeuille, avec certains mouvements sur les marchés des devises. Nous avions déjà vu la force des actions internationales avant cela, et nous avons vu que cela s'est poursuivi. Elle a été amplifiée par la vigueur des monnaies locales. Si l'on examine les tendances à long terme des marchés boursiers européens et autres par rapport au S&P 500, on s'aperçoit qu'ils testent les tendances baissières sur 12 à 15 ans. Ils le font à un moment où des changements profonds sont en train de se produire sur les marchés des devises. C'est une autre chose que nous surveillons de très près. Il y a beaucoup d'experts en matière de devises. Je devrais être le dernier à participer à cette conversation, mais les mouvements des devises ont tendance à être à très long terme,
comme la force de la faiblesse du dollar américain sur plusieurs années, je m'attends à ce que ce soit le début d'une période de faiblesse accrue pour le dollar américain. Nous en avons parlé il y a plusieurs mois. Le dollar canadien a atteint son niveau le plus bas dimanche soir de l'entrée en vigueur des droits de douane. Il était à 1,47. Il est maintenant à 1,39. Il en va de même pour la livre, l'euro et d'autres devises. Oui, quelque chose d'important à considérer. Dagmara Fijalkowski, que nous avons invité à de nombreuses reprises et que nous inviterons à nouveau, parle de la période prolongée de vigueur du dollar américain et s'attend depuis un certain temps à le voir s'affaiblir. Et effectivement, si vous regardez le dollar américain par rapport à d'autres devises, il y a un indice qui suit cela, il est monté jusqu'à environ 115, il se situe autour de 101. Il a même été inférieur à 100 à un moment donné la semaine dernière. Il s'agit d'une chute de 14% de la devise. C'est un moment considérable. Encore une fois, si vous achetez une action aux États-Unis, vous convertissez vos dollars canadiens en dollars américains, vous les ramenez. Si les dollars canadiens s'apprécient, vous achetez moins de dollars canadiens. Vous avez donc peut-être gagné sur l'achat d'actions, mais vous avez perdu sur la devise. À long terme, là encore, les choses tendent à s'équilibrer, mais à court terme, c'est un facteur qui entre en ligne de compte dans votre prise de décision. Et le dollar américain n'est pas seulement faible par rapport au dollar canadien, il l'est par rapport à toutes les devises. Et cela pourrait même faire partie de la stratégie globale des États-Unis en matière de droits de douane et de commerce en ce moment. Oui, je pense qu'il est important de noter que le dollar a été faible en même temps que le marché boursier et que le marché obligataire américain. Il est rare que ces trois éléments soient faibles en même temps. Oui, abordons ce point rapidement, puis nous allons conclure surtout avec le marché obligataire. Nous avons vu que la crainte que les droits de douane provoquent une récession s'est traduite par une hausse des obligations du Trésor américain à 10 ans, qui sont des obligations à long terme de référence que l'on observe dans le monde entier. C'est la valeur refuge par excellence. Le rendement était quoi? À 4,40? En fait, même plus que ça. Il est passé de 4,80 à 3,80. Et puis, en l'espace de 3 jours, il est remonté à peu près 4,5%. C'est un comportement inhabituel sur le marché obligataire. On parle souvent d'une volatilité semblable sur les marchés boursiers. Les marchés boursiers connaissent des mouvements importants. Mais vous regardez ensuite les marchés des obligations et des devises, et ce que vous aimez voir, c'est une certaine stabilité. Au début, on avait bien vu une certaine stabilité sur le marché obligataire, puis les choses ont commencé à s'emballer, et par coïncidence, c'est à ce moment-là que le sursis de 90 jours des droits de douane a été mis en place. Oui, il y a une belle phrase qui date de la présidence de Clinton. L'un de ses conseillers, James Carville, je pense, quand on lui a demandé, après sa mort, s'il aimerait revenir en pape ou en frappeur de 400, il a répondu, ce que j'aimerais, au fond, c'est revenir en tant que marché obligataire parce que c'est là où vous pouvez discipliner n'importe qui. En ce qui concerne les déficits commerciaux, il y a le compte courant et le compte de capital. Un déficit commercial revient souvent aux États-Unis par le biais du compte de capital. On se demandait alors si, en réduisant le déficit courant, on réduirait l'excédent de capital. C'est tout le mécanisme de financement de la banque ou du pays qui est en cause. Je pense que le problème a été amplifié par l'effet de levier à court terme utilisé par certains participants, mais il s'agit tout de même d'un coup de semonce raisonnable qui montre qu'en économie, il y a beaucoup de systèmes qui se contrebalancent. Ainsi, lorsqu'on réfléchit aux impacts de cette situation, et c'est la raison pour laquelle nous voyons cette répétition d'arrêt et de redépart, eh bien, il est probable que cela se poursuive. Oui, on devrait parler un peu plus de l'effet de levier. Si j'ai investi dans quelque chose et que cela baisse et que je perds mon propre argent, c'est une chose, mais c'est une chose complètement différente lorsque vous perdez l'argent de quelqu'un d'autre. Et cela peut créer des fluctuations plus importantes. Heureux que vous ayez soulevé ce point, nous ferions de nous arrêter là parce que nous avons couvert beaucoup de terrain et nous avons plus de terrain à couvrir mardi prochain. Alors, encore une fois, abonnez-vous. Merci encore, Stu. Merci beaucoup, Dave.
Cet enregistrement a été fourni par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. à des fins d'information seulement et ne constitue pas un conseil de placement ou un conseil financier. Vous devriez consulter vos propres conseillers juridiques, comptables, fiscaux, en placement ou en planification financière avant d'effectuer toute opération.